Ah, voilà, c'est parti. Donc du coup, je vais vous présenter le Bitcoin. Donc pour Enzo, voilà, c'est le moyen d'acheter sur le Darknet en fait. C'est-à-dire que sur le Darknet, tu vas pas payer avec ta CB ni avec un HaloPass, tu vas payer en Bitcoin. Et donc je vais vous présenter la technologie, comment ça fonctionne, tout ça. Alors le contexte, le Bitcoin ça a été créé, au moment où il y a eu l'éclatement des bulles financières en 2009, c'est-à-dire que aux USA, bon, il y a eu la crise des subprimes et les Américains ont beaucoup perdu confiance aux établissements de confiance justement, et donc nos banques par exemple. Et du coup ils ont décidé de développer, enfin Monsieur Satoshi a décidé de développer une monnaie qui s'appelait le Bitcoin. Voilà, oui pardon, fallait que je fasse les slides en même temps, c'est un peu compliqué. Hein. Et du coup j'imagine que vous, ce que vous savez du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie électronique. Ce qui me fait chier d'entendre ça, étant donné que... Putain, ils ont mis Dora là, mais vous êtes vraiment des... Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Du coup, on dit beaucoup que le Bitcoin est une monnaie électronique, alors que actuellement, sur l'Union Européenne, il y a 10% de l'argent qui est en pièces et en billets. Et donc 90% qui est dans les bases de données des banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie, l'euro, est déjà électronique. Donc le Bitcoin, c'est juste une monnaie qui est 100% électronique. Et encore. C'est-à-dire qu'un Bitcoin, on peut imprimer du Bitcoin sur du billet papier, et puis se l'échanger comme ça en vrai. C'est possible. Mais ce qu'on sait aussi sur le Bitcoin, c'est que c'est une monnaie absolument décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas d'établissement de confiance, c'est-à-dire un endroit qui va récupérer tous les fonds et qui va les stocker, les sécuriser, comme votre banque par exemple. Donc il n'y a pas non plus de contrôle par l'État, étant donné que c'est un réseau peer-to-peer, hein, et qu'on sait très bien ce qui se passe quand un réseau peer-to-peer se fait contrôler par l'État, comme Adopi qui a très bien marché bien sûr. C'est un franc succès, ils ont réussi à complètement arrêter le téléchargement illégal. Ah non. Bon bah ça le fera pas pour le Bitcoin en tout cas. Et donc le fait qu'on ait juste besoin d'un accès à Internet pour avoir un compte Bitcoin en fait, pour avoir un wallet, un portefeuille Bitcoin, ça va permettre un accès global à tout le monde, à la banque en fait. Ça va permettre un accès global pour tous à la monnaie électronique. C'est-à-dire que en fait dans le monde, il y a plus de personnes qui ont accès à Internet que de personnes qui ont accès à la banque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cachent leur fric sous leur matelas. Et on peut égaliser la tendance avec le Bitcoin. On peut égaliser cette tendance. Donc, aujourd'hui, pour vous illustrer un petit peu comment fonctionne le Bitcoin, je vais me baser sur une transaction. Je vais faire avec Enzo Billis qui n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo. Voilà. Donc, imaginons que je veuille acheter n'importe quoi à Enzo. Par exemple, une bouteille d'eau. Je vais avoir ma base, je vais me connecter au réseau Bitcoin, donc je vais donc devenir un relais peer-to-peer. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne le peer-to-peer, mais en gros tout le monde échange des informations avec tout le monde et on essaye de se relayer les datas. Et ben là c'est la même chose, je vais me connecter, je vais devenir un relais et je vais dire sur le réseau, je vais gueuler, je vais faire ce qu'on appelle un broadcast, je vais faire moi Paul donne 5 bitcoins à Enzo. Voilà, et c'est terminé. Les bitcoins seront envoyés à Enzo, c'est-à-dire que les relais vont s'envoyer l'information et à un moment tout le monde va être au courant que Paul a donné 5 bitcoins à Enzo. Bon, bien sûr ce que je viens de vous décrire c'est un petit peu une utopie, ça pose pas mal de problèmes. Parce que déjà il faut authentifier l'auteur de la transaction. Comment être sûr que moi Paul Fontaine, c'est bien moi qui ai dit moi Paul Fontaine je donne 5 bitcoins et pas Enzo qui a écrit moi Paul Fontaine je donne 5 bitcoins à Enzo. Comment être sûr que c'est moi? Comment authentifier? Je rappelle qu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas un site où on va se connecter. C'est du peer-to-peer. Donc comment s'authentifier? Puis comment vérifier super. Comment vérifier que j'ai assez de bitcoin sur mon wallet, étant donné que encore il n'y a pas une autorité centrale qui va vérifier que vous n'êtes pas à découvert ou des choses comme ça. C'est tout le monde a les informations. Et ensuite, comment empêcher quelqu'un de modifier les wallets des autres, donc de pirater la base de données Bitcoin. Donc voilà, donc on a deux solutions, la signature électronique ainsi que la blockchain pour répondre à ces deux problématiques. Et donc je vais vous expliquer ces deux technologies et vous allez comprendre comment est-ce qu'on sécurise tout ce bazar. Alors déjà la signature électronique. Donc j'imagine que vous avez quelques notions de cryptographie. Donc voilà, donc imaginez que vous avez le message attaque imminente, vous le chiffrez avec une clé jaune, tiens. Ça vous donne du charabia et si vous réappliquez la clé jaune sur ce texte, ça va vous donner le message de base. C'est de la cryptographie.
Mais vous avez aussi de la cryptographie asymétrique, et c'est ce qu'on va utiliser pour le Bitcoin. Et c'est en gros, vous avez une clé verte qui va vous permettre de crypter le message, une clé de chiffrement, ainsi qu'une clé rouge pour le déchiffrement. Si on applique 2 fois la clé verte, ça ne sert à rien. C'est-à-dire le seul moyen de récupérer ce message-là, ça va être de réappliquer cette clé-là. Ce n'est pas possible dans l'autre sens. Et donc, à quoi ça sert ça? Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, imaginez-vous une situation avec un journaliste. Voilà, vous êtes dans un pays opprimé par une quelconque dictature et vous voulez communiquer des informations à un journaliste en dehors du pays, je ne sais pas moi, pour dénoncer des choses. Et donc, vous allez vous connecter sur un site internet comment dire, où il y a plein de messages. Voilà, c'est un site où tout le monde a le droit d'écrire et vous avez la chance de pouvoir écrire sur ce site. Vous n'allez pas écrire oui, il se passe ça dans mon pays. Parce que du coup, ça veut dire que tout le monde pourra voir ce message et vous avez seulement envie que le journaliste puisse le voir. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser une clé de cryptage verte. C'est-à-dire que vous allez écrire votre message, oui, le dictateur n'est pas gentil avec nous. Vous allez crypter avec votre clé de cryptage. Vous allez tous mettre ça dans l'énorme base avec plein de messages de tout le monde, c'est le bazar là-dedans. Mais le journaliste, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toute la base de données et il va appliquer sa clé à tous les messages, sa clé de déchiffrement. Et qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, les messages des autres, il va pas pouvoir les lire, il n'a pas la bonne clé de déchiffrement. Par contre, vos messages à vous, les messages que vous avez cryptés avec la clé de chiffrement liée à la clé de déchiffrement, lui, il va pouvoir les lire. Voilà à quoi ça sert. Et donc, le Bitcoin, c'est exactement l'inverse en fait. Le processus, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir une base de données avec plein de transactions et tout le monde va connaître la clé de déchiffrement. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir appliquer une clé de déchiffrement sur n'importe quel message écrit dans cette base de données. Mais par contre, pour faire une transaction, en fait, vous allez crypter le message avec la clé de chiffrement. C'est-à-dire que vous allez crypter « Moi, Paul, donne 5 bitcoins à Enzo Billis ». Et donc, le seul moyen d'être sûr, en fait, comme vous avez... Je m'embrouille un petit peu. Comme vous avez crypté le « Moi, Paul, donne 5 bitcoins à Billis », vous l'avez crypté avec la clé de chiffrement, et tout le monde a la clé de déchiffrement. Du coup, si quelqu'un arrive à décrypter ce message avec la clé de déchiffrement, ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir faire cette transaction. Vous êtes le seul à avoir cette clé de chiffrement. Donc si on peut déchiffrer avec la clé de déchiffrement, vous êtes le seul à pouvoir chiffrer ce message de telle sorte. Donc il vient forcément de vous en fait. C'est-à-dire que la clé de chiffrement, elle reste privée. Vous la gardez pour vous, cette clé de chiffrement. Du coup, quand vous chiffrez un message et que ce message peut être déchiffré avec votre clé de déchiffrement, ça veut dire que c'est forcément vous qui a été l'auteur de ce message. Vous êtes le seul à chiffrer de cette manière-là. Donc si on arrive à déchiffrer, c'est que c'est vous. Donc en gros, quand on crée un compte Bitcoin, on nous donne une adresse qu'on appelle publique, clé de déchiffrement, ainsi qu'une adresse privée, clé de déchiffrement. C'est les deux seules choses que vous avez besoin pour avoir un... Et cette clé publique de déchiffrement, elle est publique, tout le monde l'a. Bon. Donc qu'est-ce que ça permet? Oh, c'est tout petit. Qu'est-ce que ça permet? Déjà, ça veut dire que c'est impossible, la transaction ne peut pas être falsifiée. À part si vous avez distribué votre clé privée partout, vous êtes le seul à pouvoir faire les transactions. Mais c'est aussi impossible à répudier. C'est-à-dire que si vous avez fait une transaction, vous ne pouvez pas nier l'avoir faite. Voilà, donc ce que je disais, la clé, vous la gardez pour vous, la clé privée, vous la gardez pour vous, la clé publique, tout le monde l'a, et quand on arrive à déchiffrer un de vos messages sur le réseau avec cette clé-là, c'est que c'est vous qui l'avez faite. Bon. Ensuite, le Bitcoin, ça marche comme le liquide. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un billet de 10 €, et bah, comment dire? Voilà, j'ai un billet de 10 €, d'où vient ce billet? Voilà, quelqu'un me l'a donné, c'est Aurélien qui m'a donné un billet de 10 €, tranquille, personne n'a rien vu. Je veux payer Billis avec ce billet de 10 €. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner ce billet à Enzo et il va me rendre la monnaie. Et bah, c'est exactement la même chose dans le Bitcoin, c'est-à-dire que on n'a pas un solde, on a des transactions faites en notre faveur. C'est-à-dire que, voilà, Aurélien me donne 10 bitcoins, et quand je vais vouloir payer Enzo, je vais dire, moi, Paul Fontaine, donne 5 bitcoins à Enzo, grâce aux 10 bitcoins donnés par Aurélien, lui-même faisant référence à d'autres transactions derrière. Donc c'est-à-dire qu'on fait toujours référence à une transaction passée. Et on utilise toujours l'intégralité d'une transaction. Comme un billet en fait, on ne peut pas couper un billet en deux. C'est la même chose. On donne 10 € à Enzo,
et Enzo nous rend la monnaie. C'est exactement la même chose. Je donne 10 bitcoins à Enzo et automatiquement, moi je me renvoie les bitcoins en fait, pour n'en donner que 5. Et j'utilise toute la transaction est détruite, et moi je me retrouve avec mon compte, une transaction qui vient d'Enzo, 5 bitcoins, et Enzo se retrouve avec une transaction qui vient de moi, 5 bitcoins. J'espère que c'est clair, ça a pas l'air. Je vais boire un petit peu d'eau. Je l'ai payé cher, hein, 5 bitcoins, ça fait 8000 euros. 10 000 actuellement. Voilà. Donc, ça voudra dire qu'on ne peut pas utiliser 2 fois la même transaction. Ce qui est simple en informatique, c'est prendre des données qui ont été envoyées et les copier plusieurs fois. Ça, c'est simple. On copie un code, on le copie. On pourrait faire ça dans la base de données. Voilà, Paul donne 5 bitcoins à Billis. Enzo, il reprend ce code-là, il le reposte dans la base de données, et ça veut dire que ça va vider mon compte. Mais non, puisqu'il y a une référence à une transaction qui va être brûlée un peu, parce qu'elle va avoir été validée, la transaction passée va être détruite, et du coup, on ne va pas pouvoir copier le code indéfiniment et que je me retrouve à sec. Bon, en gros, je vous ai parlé qu'il y avait des bases de données qui s'envoyaient des machins, donc des transactions, et que du coup, tout le monde avait les transactions de tout le monde. Donc en gros, ces bases de données se synchronisent entre elles et font ce qu'on appelle une liste de transactions en attente. C'est-à-dire que moi, quand je dis, Paul Fontaine donne 5 Enzo à Billis avec les 10... Pardon ? Je donne 5 Enzo à Billis avec les 10 Enzo que Aurélien m'avait donné. Et ben, en gros, je vais placer cette transaction dans une liste de transactions en attente. Et ces transactions en attente, en fait, tous les nœuds du réseau vont se la partager, et du coup, tout le réseau va avoir une liste de transactions en attente, une liste de transactions à vérifier, en fait. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va élire un bloc, voilà, en gros un relais, un point relais. On va dire, toi, t'es vachement sympa comme point relais. Toutes tes transactions en attente, elles sont maintenant vérifiées. Et hop, toutes les transactions sont passées de l'état en attente à l'état vérifié. Et donc, pour sélectionner ce bloc, il faut que ce bloc arrive à trouver un identifiant. Donc, en gros, voilà, je suis un bloc, et puis j'ai des transactions en attente qui arrivent sur moi, et je fais, voilà, moi pour l'instant là, je cherche un identifiant, et quand j'ai trouvé un identifiant, je fais, j'ai trouvé un identifiant, et tout le monde prend ma liste de transactions en attente, et s'aligne sur moi en fait. Tout le monde prend ma liste de transactions en attente, et ces listes de transactions en attente deviennent vérifiées. Et pour trouver cet identifiant, il y a un problème mathématique assez lourd. Et c'est ce qu'on appelle le hachage. C'est le fait de chercher indéfiniment, il y a bien un moment où on le trouve, un identifiant pour le bloc actuel. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver cet identifiant ? On utilise ce qu'on appelle le hachage. Bon, je vous explique rapidement. En gros, on fait passer une chaîne de caractères dans une fonction de hachage qui donne une chaîne de caractères de taille fixe. Donc la souris est mangée par le chat, ça donne ce machin-là. Si je change ne serait-ce qu'un seul caractère, ça va complètement changer la chaîne de caractères qui est ici. Pareil si j'en rajoute une. Par contre, ça ne va pas augmenter la taille de la chaîne de sortie. La chaîne de sortie, c'est toujours la même longueur, et la modification d'un caractère va la changer drastiquement. Voilà, c'est ça le hachage. Et donc à quoi ça nous sert ? Voilà comment se passe l'élection d'un bloc en fait. En gros, on va avoir l'identifiant du bloc précédent. Voilà, donc on prend l'identifiant du bloc précédent. On prend toutes les transactions à valider, donc voilà la gueule que ça a, une transaction à valider. On la hache et ça donne un identifiant de bloc. Voilà, génial. Et le prochain bloc, ce qu'il fera, c'est qu'il prendra l'identifiant du bloc précédent, la liste de transactions, la nouvelle liste de transactions à valider, et ça donnera encore un identifiant. Et en fait, le hachage, si on met le chat est mangé sur la souris, ça donne un machin. Si on met encore le chat est mangé par la souris, ça donnera exactement le même. C'est-à-dire que si je change ne serait-ce qu'un seul caractère ici, ça va changer drastiquement ce qu'il y aura là. Et du coup, je m'embrouille là quand même. Je m'embrouille bien. Bon. Je vais continuer sur comment est-ce qu'on choisit le bloc. Et ce qui rend, donc ça vous allez me dire, c'est pas très très compliqué en fait. En soi, c'est pas super compliqué parce que les fonctions de hachage, ça se fait, voilà, ça se fait sur internet. Vous pouvez taper fonction de hachage, vous allez pouvoir hacher toutes vos données là. C'est pas lourd, c'est pas quelque chose de très lourd en fait. Mais par contre, on rajoute ce qu'on appelle un nonce. C'est-à-dire qu'on rajoute voilà un espèce de numéro à la fin
qui va nous permettre de trouver l'identifiant qu'on a vraiment besoin. Donc, imaginons qu'on hash, voilà, on hash et puis on applique un nonce. Donc on applique d'abord celui-là, ça donne une telle fonction de hachage. On en applique un autre, ça va changer drastiquement, puisque le moindre caractère changé va changer complètement comment dire, le résultat de fin. Si on applique un nonce différent, ça change complètement le résultat. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, pour trouver un identifiant correct, en fait, il va falloir qu'il y ait par exemple une contrainte. La contrainte, c'est qu'il y ait 7 zéros au début de l'identifiant. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver un identifiant avec 7 zéros? Eh bien, on va tester plein de nonces. On en teste plein, jusqu'à ce qu'il y ait un nonce qui, par miracle, donne l'identifiant qu'on veut. Et c'est ça qui est lourd. C'est ça qui est très dur à faire mathématiquement, parce qu'en fait, il va falloir en tester la blinde en fait, avant d'en trouver un bon. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le hachage. Et maintenant, ça se compte en péta-hash. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs, des machines, les relais Bitcoin, qui font 1 milliard de hash par seconde. Ils en font beaucoup. Et la difficulté, en fait, pour choper cet identifiant, elle croît. Plus il y a de puissance de calcul, plus il va falloir mettre de zéro. Et donc plus ça va être compliqué d'avoir le résultat. Et donc d'être le bloc élu, le bloc avec toutes les transactions à valider. Et donc c'est ça qu'on appelle la blockchain. Parce qu'en fait, chaque bloc fait référence au bloc précédent. C'est-à-dire que, imaginons qu'on change, quelqu'un essaye de pirater la blockchain et de changer une transaction. Et bah, du coup, ça va tout changer. En fait, si on modifie une transaction, ça veut dire qu'on va modifier des caractères. Et donc l'identifiant du bloc va changer. Mais comme celui-là fait référence au bloc précédent, à l'identifiant du bloc précédent, bah, va y avoir une erreur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas modifier la blockchain. Elle est figée dans le temps. On ne va jamais pouvoir la modifier. Et surtout que ça va vite. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui sort. Et donc on ne pourra jamais rattraper le train. On ne peut pas pirater la blockchain. Sauf avec un ordinateur quantique. Sauf que moi, j'en ai pas. Donc, et vous non plus d'ailleurs. Donc pour l'instant, on ne peut pas pirater la blockchain. Et c'est ce qu'on appelle le minage en fait. C'est-à-dire que c'est là d'où viennent les bitcoins. C'est trouver un identifiant. Et quand on trouve un identifiant, on fait ouais, j'ai trouvé l'identifiant, il y a 7 zéros dans mon bordel. Et on fait ouais, lui il est super, il a réussi à trouver un identifiant, tout le monde s'aligne sur lui et il est récompensé. Il est récompensé en bitcoin. Et c'est comme ça qu'on crée du bitcoin. C'est-à-dire que le mineur, le relais, en fait, il va s'auto-donner 10 bitcoins. Ça fait 20 000 euros. C'est pas mal. Et il se donne 10 bitcoins et c'est comme ça qu'en fait, on crée le bitcoin. On le crée comme ça. C'est-à-dire que le seul. Quand je vous ai dit qu'on faisait tout le temps référence aux précédentes transactions, la transaction d'Aurélien tout à l'heure, elle venait forcément d'une autre transaction qui, elle, amenait à un moment à un mineur, à quelqu'un qui avait trouvé des bitcoins en trouvant un identifiant. Parce que toutes les références se font tout le temps comme ça et c'est le seul moyen d'en créer du bitcoin. C'est de faire référence à quelque chose et la première référence, tout vient des mineurs. C'est la base, quoi. C'est la mine d'or en fait. C'est-à-dire que la monnaie aux États-Unis c'est le dollar et à la base le dollar, plus les mineurs trouvaient de l'or, plus on créait des dollars. Bon, maintenant c'est plus le cas, ils impriment des billets à la volée, mais avant c'était comme ça. Et ben c'est exactement la même chose. Le mineur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de la puissance de calcul. Donc c'est-à-dire qu'il achète du matériel, voilà, une pioche par exemple, si on veut remettre ça sur les dollars. Il donne de la puissance, c'est-à-dire que à la force des bras du mineur, mais là c'est de l'électricité qu'on donne. Mais aujourd'hui on peut utiliser une moissonneuse batteuse, non pas une moissonneuse batteuse, ça c'est pas trop pour trouver de l'or, mais je sais pas moi, n'importe quoi n'importe quel outil pour percer le sol. Et on va créer de l'or, hein. On va avoir de l'or comme ça, et dans le bitcoin, on crée du bitcoin comme ça. C'est un parallèle pour essayer qu'il y ait une espèce de justice dans la création de la monnaie. Personne ne va pouvoir dire du jour au lendemain, ouais vas-y tu m'imprimes 1 milliard de bitcoin. Non, le seul moyen c'est de travailler. C'est la preuve de travail. C'est d'utiliser l'électricité, d'utiliser du matériel pour enfin pouvoir créer un petit peu de bitcoin. Ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, en fait, le nombre de bitcoins créés par les mineurs quand ils trouvent un identifiant diminue. C'est-à-dire que, en fait, c'est un logarithme en fait. Ce qui fait que du coup, ça va se stabiliser, puisque à chaque fois c'est divisé par 2, tous les 100 blocs par exemple. C'est divisé par 2, du coup, la masse monétaire totale des bitcoins vont se stabiliser d'ici 2022 à 21 millions de bitcoins. Ça fait une masse monétaire qui est énorme. Voilà, ça je viens d'en parler. Et la conclusion. Donc la conclusion. Dans 3 ans, 90% des banques utiliseront la blockchain. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est une technologie qui est très sécurisée
et qui n'a pas besoin de gros serveurs, de gros audits de sécurité ou plein de choses comme ça. Ce qui fait que les banques vont s'y aligner à cette technologie. Ensuite, actuellement, le Bitcoin il vaut 2200 $, alors qu'il y a 6 ans, il en valait quelques centimes, quoi. C'était l'investissement le mieux du siècle, le meilleur investissement du siècle, mais bon. Et les États tentent de le réguler. Donc tentent de le réguler en bien ou en mal. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps, le Japon l'a agréé comme monnaie nationale. Voilà, c'est-à-dire qu'au Japon, tu peux aller t'acheter un café avec du Bitcoin, et c'est très très répandu. Et bah ouais, voilà, toi, pour aller acheter ton café, tu utilises une carte bancaire. Et bah là-bas, ils sortent leur téléphone et ils achètent ça en Bitcoin. C'est exactement la même chose. Et il y a des États qui le régulent en mal, comme l'Inde, qui essaye, comme il y a beaucoup de trafic de drogue à cause du Bitcoin, étant donné que, comme je l'ai dit, pour créer un compte, il y a juste besoin de 2 identifiants, donc on ne peut pas lier un nom et un prénom à 2 identifiants de merde. Et bah du coup, les États tentent de supprimer, en fait, ils essayent de rendre le Bitcoin illégal. Bon, ce qui est un petit peu compliqué, c'est le cas en Inde. Voilà. Voilà pour le Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut. Coucou. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, il y a Aurélien qui te passait 10 bitcoins et tu donnais à Enzo 5 bitcoins. Tout à fait. Enfin, tu te donnais 10 bitcoins et lui te rendait 5, c'est ça? C'est ça. Mais du coup, si Enzo n'a pas eu de transaction de 5 bitcoins avant, comment il fait pour te les rendre? Alors en fait, lors de cette transaction-là, moi je vais avoir mes 10 bitcoins, je vais avoir ma transaction de 10 bitcoins qui dit que j'ai 10 bitcoins. Je vais utiliser cette transaction pour lui donner 5 bitcoins. Et en fait, dans cette transaction-là, je dis qu'il va me les rembourser. Ah d'accord, ok. Donc en fait, il est obligé, il n'a pas le choix de me les rembourser, mais il me les rembourse. Donc en gros, je lui donne un billet qui coupe en deux, quoi, et qui me le rend. Ce qui fait qu'on a quand même utilisé toute une transaction, et on en a créé 2 en fait. Ok. Et deuxième chose, en gros, on obtient les bitcoins sont créés en vérifiant les transactions. Tout à fait. Mais du coup, le premier bitcoin est venu d'où? Alors, le premier Bitcoin, en fait, c'est pas en vérifiant une transaction. Donc, effectivement, en fait, du coup, le premier Bitcoin créé, ça a été un mélange entre un identifiant de bloc précédent qui n'existait pas. Ah oui, du coup, il vient d'où ce bloc? Du coup, en fait, le premier bloc, c'était un bloc avec que des zéros en identifiant, aucune transaction à valider et un nonce. Et là, il a quand même fallu travailler pour trouver un nonce qui fonctionnait. Donc, en gros, on a haché un identifiant de 0 et un nonce. Ok, merci. De rien. Moi j'avais une question concernant est-ce qu'on peut avoir confiance au Bitcoin? Parce que quand on voit la monnaie que c'est, elle a pris 300% en l'espace d'un an. En un an et demi, elle a pris 300%. Tout à fait. Alors que tu prends une monnaie comme l'euro, le dollar, le yen, t'as aucune monnaie qui va fluctuer aussi fort. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut placer nos économies, une partie de notre capital, sur du Bitcoin où il y a un risque qui se casse complètement la figure en fait? Alors en fait, il faut vraiment faire la différence entre la valeur réelle du Bitcoin et la valeur qu'il a actuellement en termes de bulle spéculative. C'est-à-dire que la valeur réelle du Bitcoin, elle va augmenter quand par exemple le Japon va dire voilà, cette monnaie, c'est notre monnaie, c'est une des monnaies nationales. Là, la valeur réelle du Bitcoin va augmenter. Mais il y a aussi la valeur spéculative. Par exemple, quand il y a eu WannaCry, toutes les entreprises se sont mises à acheter du Bitcoin. Ça a fait augmenter le Bitcoin. Mais ça, c'est une bulle, ça. La monnaie, elle n'est pas fixée sur un vrai prix à partir de ça. Actuellement, le vrai prix du Bitcoin, c'est 1100 $. C'est-à-dire que si vous achetez du Bitcoin à 1100 $, vous êtes à peu près sûr de ne jamais perdre votre argent. Si vous l'achetez à 2000, vous pouvez toujours prier que ça monte à 4000, 3000 ou peu importe. Mais c'est joué avec des actions. Voilà, c'est comme si vous jouiez à la bourse. Donc c'est sûr de placer ses économies pour l'instant parce que comment dire, en fait, non, c'est pas sûr. C'est-à-dire que vous jouez en fait, c'est ce que je viens de dire, c'est vous jouez avec les actions et avec tout ça. Moi, je pense qu'en ce moment, il ne faut pas parier sur le Bitcoin si vous voulez faire fructifier votre argent. Vous pouvez le faire par exemple, pour jouer un petit peu avec la monnaie, essayer de comprendre la blockchain, voir un petit peu à quoi ça ressemble, acheter de la drogue, pas acheter de la drogue sur Internet, mais parce que c'est comme ça qu'ils se l'échangent. Malheureusement, il n'y a pas d'autre monnaie pour faire ça, mais moi, je fais pas ça. Hein. Et il y a d'autres monnaies. En fait, le problème, la limite du Bitcoin, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas parier dessus, c'est qu'en fait, comme je l'ai expliqué, il y a des transactions à valider. Et en fait, pour les mineurs, quand ils valident des transactions, ils gagnent de l'argent
grâce à la validation du bloc, mais il gagne aussi de l'argent quand il valide des transactions. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une transaction en minage, je ne l'ai pas expliqué, mais en gros, tu donnes une petite taxe au mineur. Tu dis, voilà, tiens, le mineur, je te donne tant, et les mineurs, en fait, ils passent leur temps à chercher qui a donné le plus pour récupérer la transaction et essayer de la valider. Ce qui fait que, en fait, il y a un nombre fini de transactions validables par bloc. Toutes les 10 minutes, il y a un nombre fini. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux que ta transaction passe, ben voilà, tu mets 10 € de frais. Mais le problème, c'est que du coup, comme il y a une limite de 1 méga en fait, par bloc, et ben du coup, ça commence à faire une file d'attente en fait. Et du coup, le prix des taxes augmente, et je pense qu'il va augmenter jusqu'à détruire la monnaie, malheureusement. Et donc, tu as ce qu'on appelle des altcoins, donc des monnaies alternatives au Bitcoin, donc qui utilisent la même technologie de la blockchain, comme par exemple l'Ethereum. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ou là, c'est une monnaie où tu as, il me semble, c'est un bloc toutes les 10 secondes, aucune limite de taille pour les blocs, et où c'est un truc qui est en train de monter. C'est un truc qui est en train de monter, et je pense que s'il y a une monnaie sur laquelle il faut spéculer, parier, et où on est sûr que ça ne se cassera pas la gueule, en ce moment, enfin sûr, on ne peut jamais être sûr, mais celle où il faut le parier, je pense, c'est l'Ethereum. Voilà, ETH, Ethereum, donc peut-être pas trop sur le Bitcoin, ou de toute façon, il ne faut jamais mettre ses yeux, quand vous voulez faire ce genre de choses, il ne faut jamais mettre ses yeux dans le même panier. Ses yeux, voilà, ça fait mal, mais ses œufs dans le même panier. Donc peut-être un peu sur le Bitcoin et plus sur l'Ethereum, mais le Bitcoin, je me suis beaucoup intéressé à ça et je pense que c'est pas le moment le Bitcoin, malheureusement. Moi, je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que sur Paris, ça commence aussi à se démocratiser. C'est que quelques petites boutiques qui commencent à accepter les bitcoins. Donc voilà. Il y a même toute une allée, qui accepte maintenant les bitcoins. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est qu'actuellement les taxes, elles augmentent. C'est-à-dire que là, il me semble qu'actuellement, pour avoir sa transaction validée, il faut payer 1 €, ce qui est beaucoup quand tu veux acheter un café. Tu vas acheter ton café à 1,20 € et voilà, tu payes 1 € de frais. C'est pour ça que la monnaie va péter en fait. C'est pour ça que ça va pas marcher malheureusement. Actuellement, ça a bien monté. C'est passé de quelques centimes d'euros à maintenant 2200 $ et presque 3000 ce week-end. Mais c'est une monnaie qui va être en déclin et qui pourrait être utilisée que par des grosses compagnies qui ont assez d'argent en fait pour payer les taxes. Ça me fait mal parce que c'est une monnaie à laquelle je suis très attaché et qui malheureusement s'autodétruit à cause d'une limite dans le code en fait, la limite de 1 méga par bloc. Ça m'attriste. Mais du coup, je reviens sur le fait que ce soit de l'argent et vis-à-vis par exemple une personne qui va vendre de la drogue sur internet, est-ce qu'il va pas y avoir un souci de blanchiment d'argent par rapport à l'État Alors pas dans du le sens tout. si elle peut acheter son café avec du Bitcoin, est-ce qu'elle n'a pas récupéré ce Bitcoin via justement des principes illégaux? Alors, quand tu dis qu'il y a un problème par rapport au blanchiment d'argent, tu dis que c'est un problème pour l'État ou tu penses que c'est un problème pour toi? C'est un problème pour l'État surtout, parce que Alors, oui. nous en soi c'est quelque chose qu'on est de plus en plus contrôlé, où ils sont en train d'essayer d'enlever un maximum les espèces de toutes les transactions. Ils nous parlent d'avoir un maximum de moyens électroniques pour tracer toutes les transactions qu'on fait là actuellement. Et le Bitcoin en fait, d'après ce que tu as dit, il enlève en fait toute cette partie. Tout à fait. Actuellement, oui. Voilà, ton Bitcoin, où est-ce que tu le récupères? Ça, voilà, c'est très facilement traçable. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, toutes les transactions sont dans un énorme annuaire où on a tous les blocs avec toutes les transactions qui ont été effectuées. Si tu as un identifiant que tu as acheté de la drogue, qu'après tu t'es acheté un café, on sait que c'est la même personne qui a acheté de la drogue, puis après qui a acheté un café. Après, on peut pas mettre de nom dessus. Mais voilà. Ok. Ça répond à ma question. Merci. Moi j'avais une question. C'est pas trop fort, non? Non, c'est bon. Et je l'ai oublié. Excuse-moi. Je veux juste vous montrer après à quoi ça ressemble Oui. le Bitcoin sur une Oui, application. c'est ça la question. Donc tu as dit que, donc, si j'ai bien compris, c'était 2 fois plus compliqué tous les blocs d'en produire un nouveau. Tous les 100 blocs ou 1000 blocs, je sais pas D'accord. exactement le chiffre. Et donc du coup on va arriver à une limite au niveau du nombre de bitcoins en circulation. Tout à fait, de 21 millions en 2022. Et du coup, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on peut espérer réellement avoir une tenue du bitcoin, le fait qu'il bouge plus? Est-ce que ça va pas aussi venir avec le fait qu'on pourra plus en produire plus et donc que la valeur va rester figée? Après, et justement, c'est là où je suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas forcément mort parce que contrairement à d'autres monnaies comme l'euro ou le dollar, on va pouvoir fonctionner la planche à billets comme on faisait avant. Là, pour le coup, avec le Bitcoin, on pourra pas. Il y aura une valeur, un nombre fini, comme tu dis. La monnaie pourra seulement être
dévaluer, mais elle pourra pas être. Il y aura pas d'inflation sur cette monnaie-là. Et du Oui. coup, ça en ferait une des seules monnaies aujourd'hui qu'on a qui ne pourra pas subir d'inflation. Alors, je suis d'accord, mais en fait, le problème, c'est que comme il y a des monnaies alternatives comme l'Ethereum qui sont en train de monter, il y a un moment, on va se retrouver, voilà, je vais envie de m'acheter un café avec une crypto-monnaie. Je prends le Bitcoin où je paye 1 euro de taxe, ou je prends l'Ethereum où je paye 1 centime. Voilà, c'est pour ça. En fait, le Bitcoin, il va rester. Mais je pense que l'objectif de se démocratiser, que tout le monde ait du Bitcoin sur son téléphone, eh ben, je pense que ce ne sera pas possible à cause des taxes, justement. Ok. Voilà. J'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a moyen de zoomer sur mon téléphone? Oui, on fait ça. Allez, voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des transactions reçues et envoyées. Et vous pouvez voir toutes les adresses qui ont été dépensées pour faire cette transaction. Et ensuite, moi, ce que ça me donne sur mon compte. Voilà, donc vous allez pouvoir voir ici quand j'ai acheté 50 balles de bœuf. Non, pardon. C'est une blague. Vous avez d'autres questions? Qui décide des taxes du coup, en fait? Bah, c'est toi qui décides des taxes. Regarde, toi, tu es une grosse entreprise, tu veux que ta transaction passe plus vite que les autres, tu payes 10 euros de taxes. Mais il y a une grosse entreprise qui fait putain, mais je veux passer d'abord. Vas-y, je vais mettre 11 euros. Et puis il y a une autre qui fait ouais, bordel de. Tu C'est vois, une question de passer en premier du coup. c'est une file d'attente. Plus tu payes, plus tu passes vite. Ok. Donc en fait, c'est celui qui aura la plus grosse. En gros, le système se fait comme ça, quoi. C'est celui qui pourra mettre le plus de thunes, et puis c'est pour ça que. D'autres questions? Cool. Toi, t'avais pas une Ok. question, Antoine? Tu m'as Antoine, dit tout à l'heure que t'avais des super questions. J'ai des vieux PC qui traînent chez moi. Est-ce que je peux les utiliser? À partir de quand je peux te dire, tiens, c'est rentable d'utiliser ces vieux PC pour être mineur? Alors, la rentabilité du matériel, elle se calcule très simplement. Qu'est-ce que ça me donne en termes de puissance de calcul? Quel est le taux de la monnaie que je veux miner? Et quelle est la consommation électrique? Tu t'y retrouves très vite en fait. C'est-à-dire que actuellement, pour que ça soit rentable, déjà, il faut que tu gagnes plus que ce que tu consommes en électricité. Et malheureusement, les petits PC comme ça un peu pourris, ils vont toujours consommer plus que ce qu'ils font. Donc en gros, non. Je pense que des petits PC qui traînent comme ça chez toi, ce sera jamais rentable. Et il n'y a pas un moyen de calculer la rentabilité d'un PC en mettant, je sais pas. Si, tu peux me le dire après, tu me dis quel matériel est à l'intérieur et puis je peux te dire si c'est rentable ou pas. Mais oui, savoir exactement combien il va miner. si tu peux savoir exactement en fait. C'est juste tous les matériaux, la plupart des matériaux ont été testés quoi. Donc après, on sait à peu près combien ça mine. Après, comme je te dis, la puissance de calcul demandée pour miner augmente. Donc il faut tout le temps mettre à jour son matériel en fait si vous voulez miner correctement. donc par exemple, tu as des sites sur lesquels tu rentres ton matériel et puis ils te disent ok, c'est rentable ou pas rentable? Ou... Ouais. Bah, Ok. si vous voulez, je peux vous montrer ça. Ça peut être marrant. Donc en gros, voilà, donc c'est un site. Allez, on va dire que chez vous, vous avez voilà une GTX 770. Donc ici on met la consommation, voilà 150. Là il y a déjà tout déjà tout fait. Vous payez votre électricité 10 kW, c'est parti. Donc en gros, on va pouvoir voir par monnaie en fait. Ici on peut voir combien ça mine. Voilà, du Pascal c'est 1 GH et vous pouvez voir le SHA-256 donc qui correspond au Bitcoin. Là on voit que c'est 0, donc en gros que c'est pas le matériel n'est pas du tout fait pour miner du Bitcoin. Par contre, les QH, l'Ethereum, là c'est pas mal. Donc on peut voir ensuite sur le petit graphe qui est en dessous que voilà, c'est les QH qui arrivent en première position. Donc que vous allez être bien rentré avec les QH, que votre matériel vous l'avez payé 400 €, que vous en tirez 4,58 € par jour et que donc vous rentabilisez une carte graphique neuve, une 1079, vous la rentabilisez en 98 jours. Donc moi personnellement je paye pas mon électricité, donc ce serait rentabilisé encore plus vite si j'achetais du matériel neuf. Hop, 90 jours. 90 jours de rentabilité pour une carte à 400 €. Ce qui est sympa. Et donc là vous avez le petit prix par an, 1600 € par an pour une carte graphique. Moi actuellement ce que je fais c'est que j'ai voilà, un rig, une carte mère, une bébête d'Alim, et puis je commence à aligner des cartes graphiques dessus. Une carte graphique, 2, 3, puis ça fait de la thune. Ça fait du voilà.
pourquoi ça utilise que la carte graphique et pas le processeur et la RAM? Bah parce qu'une carte graphique, ça a plus de puissance de calcul pure qu'un processeur. Mais tu peux utiliser aussi son processeur, regarde. Là j'ai pris l'exemple d'une carte graphique, regarde, une 1080. Mais là, tu peux prendre, vas-y, un CPU, le dernier i7. Allez, le dernier i7 qui vaut $350. Et bah la rentabilité, elle est de 1 an. Et tu vas miner 0,92 par jour d'USD, quoi. Après, ça dépend de la valeur du Bitcoin. Imaginez que vous minez, c'est en nombre de Bitcoin, donc imaginez que vous minez 0,92 $ par jour au Bitcoin. D'un coup, le Bitcoin il double, bah vous minez le double. Il y a pas de, vous n'êtes pas payé à l'USD, vous êtes payé au Bitcoin. Donc, si ça augmente, vous êtes content. Si ça baisse, votre matériel, vous n'allez jamais le rembourser. C'est chiant. Quand tu as payé 400 balles une carte, ça fait chier. Voilà. D'autres questions par rapport au minage? Si, vas-y, derrière. Je vais où pour en fait devenir mineur? Comment je fais pour me brancher sur le réseau de minage? Pour le réseau Bitcoin, bah moi personnellement j'utilise NiceHash. Donc je vais sur leur site, je fais Sell Hashing Power, je télécharge leur logiciel, et puis j'ai plus qu'à brancher mon matériel, installer les derniers drivers, et puis faire carburer ma machine. D'accord, Ça te chauffe l'hiver, hein, y a pas de souci. Ça, tu remplaces ton chauffage par un petit rig de 5 cartes graphiques. Déjà, ça te paye ta bouffe, et puis en plus, tu payes pas le chauffage. Et est-ce que NiceHash, tu peux miner de l'Ether par exemple avec? Alors, malheureusement, NiceHash, il ne paye qu'en Bitcoin. Mais il y a d'autres, c'est ce qu'on appelle des pools, des piscines. Mais bien sûr, il y a des pools qui payent en Ethereum ou en Doge, en Zcash, en plein de monnaies alternatives. C'est vous qui choisissez. Oui, donc actuellement c'est plus rentable de faire du coup avec l'Ethereum. Actuellement, ce qui est rentable, c'est de miner, c'est-à-dire c'est de vendre de la puissance de calcul d'Ethereum et d'être payé en Bitcoin. C'est ça le plus rentable en ce moment. Parce que quand tu es payé directement en Ethereum, tu es payé un petit peu moins parce qu'ils prennent beaucoup de taxes les pools. Mais ça, c'est une pool qui prend pas beaucoup de taxes, mais par contre qui paye en Bitcoin. Du coup, bon. Donc avec NiceHash en fait. NiceHash, ouais. NiceHash, c'est vraiment un site qui est assez clean. Et qui est très simple d'utilisation en plus.